Ce qui nous importe, c'est d'investir dans les bons deals, avec les bons investisseurs, le maximum d'argent. Quand tu viens de vendre ta boîte, Ouais. est-ce que tu as envie de tout de suite reprendre un risque et partir en VC? Ouais, il faut être bien accroché, parce que c'est possible de tout perdre. Super Capital, c'est une très grande communauté de business angels. C'est plus de 100 startups tech financées chaque année et plus de 30 millions d'euros levés chaque année en equity et en dette. Tout le monde devrait pouvoir créer une entreprise avec 1 euro. Je pense qu'il faut plus taxer le capital que le travail. Or, aujourd'hui en France, c'est l'inverse. Warren Buffett dit cette phrase très célèbre: je n'investis que dans des boîtes qui peuvent être dirigées par des singes parce qu'un jour elles le seront. Demande à un comptable combien telle boîte vaut, il va regarder le bilan, il va voir moins 100 000. Il va dire: monsieur, cette boîte vaut 0. Je m'appelle Louis Daubouzy. Alors que j'ai à peine 20 ans, j'apprends que je ne pourrai plus jamais marcher. Je comprends alors que je vais devoir gagner de l'argent pour avoir au moins le même niveau d'autonomie que n'importe qui. Je crée ma première société, que je développe jusqu'à 250 salariés, avant de la revendre. Depuis, je suis fasciné par ce qui motive les gens à agir. Être dans l'action, partout, tout le temps, c'est ma devise. C'est pourquoi j'ai créé le podcast Cut the Crap. J'invite des gens passionnants et passionnés, des personnes dont le regard s'anime quand elles parlent de leur travail, leur passion ou du projet de leur vie. Bref, des gens qui incarnent l'action et la passion. J'aborde leur parcours en leur posant des questions provocatrices et non conventionnelles. C'est ça, Cut the Crap. Bonne écoute. Corentin, je suis ravi de te recevoir. Bah merci à toi surtout. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes sur ce que tu fais, ton parcours? Ouais, bien sûr, bah, je suis à la base, je suis journaliste tech chez Science et Vie Micro, et puis après j'ai bifurqué dans le business, d'abord en banque d'affaires, puis j'ai créé pas mal de business, des petits business sur internet, dans le conseil, dans l'affiliation. Et en 2017, j'ai créé Super Capital, qui est devenu une grande communauté d'investisseurs en start-up et même d'investisseurs au sens large. T'as investi dans quel type de boîte? On investit dans les boîtes tech, en tout cas dans les boîtes, tu vois, qui peuvent scaler, qui ont un actif technologique fort et qui permet de répliquer un modèle et d'aller vraiment chercher une très forte croissance. Ça, c'est notre thèse de core business. Et puis à côté, on a développé un certain nombre de nouvelles verticales. Récemment, on a développé une verticale de reprise d'entreprise. Là, on est beaucoup plus large. On fait aussi un petit peu quelques deals de LBO, private equity, etc. Mais tout ça, c'est à la marge. Le cœur du business, ça reste vraiment la startup tech. Ok. Avec une verticale en particulier ou... Non, il n'y a pas de verticale, pas de verticale d'industrie, sectorielle, etc. Tu sais, comme on le voit beaucoup, on l'entend beaucoup, ce qui est important, c'est l'équipe à ce stade-là, parce qu'on investit très tôt, en early stage, donc tout ce qui est avant la série A, le seed, le pré-seed. Et donc, en fait, on a la chance d'avoir une très grande communauté d'investisseurs avec nous, plus de 1000 investisseurs actifs. Et en fait, ces gars-là et ces filles-là, ils ont tous une connaissance d'un marché et on peut en fait les solliciter sur... Tu vois, là ce matin, j'ai transféré un deal à l'un de mes investisseurs qui est un expert en biotech, parce que moi honnêtement, j'y connais rien. Je lui demande, est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu connais des gens qui connaissent ça? Voilà. Et on creuse, tu vois. Et donc nous, on sait ce que c'est un bon deal, on sait ce que c'est une bonne équipe, on sait ce que c'est une trajectoire de belle boîte. Mais on ne sait pas ce que c'est la technologie derrière n'importe quoi, blockchain ou donc digital ou biotech. Et ça, finalement, c'est notre communauté qui nous assure un peu ces expertises. Comment tu fais justement pour sourcer tes deals? Ouais, c'est une bonne question. En fait, les deals, au début, tu galères, c'est difficile, etc. Bon, aujourd'hui... Pour expliquer, là, vous êtes 1000. Ouais. Ça, t'as une communauté de 1000 investisseurs. Ouais. BA ou non? Ouais, alors certains se définissent comme BA, mais en fait, la plupart, ils se définissent avant tout comme chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, ils ont vendu leur boîte ou pas, et ils investissent à côté. Et en fait, donc ces gens-là, ils nous aident à sourcer. En fait, c'est surtout eux, aujourd'hui, qui nous aident à sourcer les deals. Ils nous envoient des deals, on les sollicite, on les aide, etc. Alors, on a évidemment aussi des chasseurs en interne très bons, notamment un chasseur qui s'appelle Baptiste Durand, qui est vraiment un gars excellent, qui nous chasse des deals, mais il est incroyable ce gars-là, il nous trouve des deals partout sur LinkedIn, partout, on l'envoie dans tous les events, il nous ramène des super deals. Et évidemment, il y a aujourd'hui la force de la marque qui est connue et qui nous permet de recevoir un deal flow régulier. Ok. Ta communauté, tu veux l'étendre? Ouais, clairement. Tu vois, en fait, notre modèle aujourd'hui, il marche très fort, il marche très bien, il est calé, tout est bien réglé.
Maintenant, pour être vraiment efficace, il faudrait qu'on soit entre 5 et 10 fois plus nombreux. Donc au lieu de 1000 investisseurs actifs, il faudrait qu'on soit 5 ou 10 000 investisseurs actifs. Et là, vraiment, on aurait un modèle qui serait inarrêtable. C'est quoi le ticket moyen que mettent tes 1000 En fait, ouais, il y a une grosse variance et la fourchette est assez large. Mais tu vois, en gros, c'est des gens qui investissent à peu près... le plus gros ticket. Le plus gros ticket mis par un seul investisseur sur une seule boîte, ça c'est une bonne question, ça a été 500 000. Ok. Et le plus petit, 2500. Mais la moyenne, tu vois, c'est des gens qui vont mettre, allez, 25 000 par an. Tu vois, soit 25 000 par an, ils vont se chauffer sur un ou deux deals, soit ils vont mettre un ticket dans notre véhicule collectif, notre société de capital risque, et ça va diversifier le risque, tu vois. Sur les 1000 investisseurs, c'est quoi? C'est la plupart des gens qui ont vendu leur boîte? Ou c'est quoi la répartition, tu vois? Ouais, en fait, il y a, tu vois, sur 1000, il y en a à peu près 700 qui sont des chefs d'entreprise et 30 qui sont des cadres d'entreprise qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Sur les 700 qui sont... j'ai dit quoi? 700 et 30? Non, c'est 700 et 300. Les 700 qui sont chefs d'entreprise, il y a la moitié qui ont vendu leur boîte et qui réinvestissent, et la moitié qui n'ont pas encore vendu, mais qui investissent quand même déjà. D'accord. Quel secteur? Plutôt tech? Ouais, la tech, c'est quand même le numéro 1. J'ai rencontré un dentiste une fois qui investissait chez toi. Chez nous, c'est vrai. Alors, on a très peu de professions libérales. Ouais. Très. Je pense que on doit en avoir un ou deux des dentistes sur les 1000. Et on les refuse évidemment pas, hein, mais on en a très peu. En fait, c'est des gens de la tech, mais c'est aussi des gens qui ont créé des SS2I, des gens qui ont créé, je sais pas, une chaîne de restaurants, tu vois, vraiment des chefs d'entreprise au sens large, qui ont eu un certain succès et qui ont vendu leur boîte et qui ont récupéré généralement entre 1 et 10 millions peut-être, tu vois, entre 1 et 10 millions. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent en immobilier d'abord, c'est normal, c'est le moins risqué. Et puis ensuite, ils investissent un peu en bourse. Et puis ensuite, ils veulent investir dans des boîtes autour d'eux, des boîtes basées en France ou pas d'ailleurs. Hein, on a investi aussi en dehors de France. Et dans l'économie réelle, ils veulent éventuellement... Pourquoi d'abord en IMO? Pourquoi d'abord en IMO? Parce que d'abord ils veulent sécuriser un peu le patrimoine, ils veulent du sûr, de la pierre, et puis les Français adorent la pierre. Et puis aussi parce que quand même tu peux faire levier, donc ça veut dire qu'avec 1 euro investi, tu peux acheter pour 5 ou 10 euros d'IMO. Donc pour développer un patrimoine, c'est quand même pas mal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Après, la question, c'est quand tu viens de vendre ta boîte, est-ce que tu as envie de tout de suite reprendre un risque et partir en VC? C'est une très bonne question. Effectivement, la plupart des gens... Enfin, c'est difficile de répondre. Il y a tellement, en fait, T'as vu la stat, là, je sais plus quoi, 40% du PE est alimenté par la family office. Ouais. 40% ou 36%, c'est comme ça, non? Mais en tout cas, t'as raison. Le VC, l'early stage, clairement, c'est le plus risqué. Donc, en vrai, c'est le dernier truc que tu fais et t'y consacres pas plus de 10, 15... 5, 10, ouais, 5, 10, 15% de ton patrimoine, tu vois. Alors, il y a des fous qui montent jusqu'à 50, voire même 90. J'en ai vu. Bon, c'est pas trop ce que je recommande. Ouais, j'ai rencontré un mec qui avait fait 8 millions de 150 OBTR. Enfin, qui devait réemployer quasiment 70% de sa fortune. Et donc, et lui, vous ne voulez faire que de la startup. Ouais, il faut être bien accroché parce que c'est possible de tout perdre. Comment tu fais pour opérer ton business? T'as besoin de quoi? Alors, c'est un business qui est pas complexe, mais qui, comme beaucoup de business, en fait, requiert plein de détails. Il faut régler plein de détails en permanence et il faut avoir plein de compétences assez particulières et assez différentes. Donc en fait, il faut sourcer un deal, il faut regarder si la boîte est intéressante, il faut regarder si le deal qui nous est proposé avec Lavalo est intéressant. Il faut trouver et réunir des investisseurs éventuellement pour ce deal, à moins qu'on les ait déjà regroupés dans un véhicule. Et puis il va falloir investir. Donc ça veut dire que ça implique du financier, du juridique, du business, de l'humain, du feeling, du ressenti. Voilà. Et tout ça, c'est pas très compliqué, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de maîtriser chaque brique. Parce que c'est très facile de maîtriser, enfin c'est très facile. C'est courant de maîtriser que le juridique à fond. C'est courant de maîtriser que la tech à fond ou que la finance à fond. Maîtriser un peu de tout, c'est moins courant. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur d'un bon investisseur.
Tu peux nous donner des ordres de grandeur un peu pour qu'on se rende compte de ton marché? Ouais, bah mon marché, en fait, il est intéressant parce qu'il a beaucoup grossi ces dernières années. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Depuis que tu es dans le VC game. Ouais, moi j'ai commencé chez Chausson Finance en 2010, donc c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, il y avait moins d'1 milliard chaque année qui était investi en start-up en France. Aujourd'hui, c'est entre 6 et 10 fois ça. Donc ça a quand même bien connu une belle croissance et donc ça c'est le marché du VC, mais en plus de ça, nous chez Super Capital on fait pas que du VC, on fait du service financier également, puisque on aide les entrepreneurs à lever de la dette, à faire s'asseoir plusieurs banquiers autour de la table pour prêter, parce qu'on a en France un système bancaire très solide qui permet de prêter une fois qu'on a des fonds propres importants, et donc tout ça, ça c'est un marché évidemment colossal, puisque c'est le marché des services financiers B2B. Alors là, c'est des milliers de milliards. Et tu fais du M&A un peu ou pas? Ouais, on fait un peu de M&A. Alors, on a vraiment une particularité vraiment très spécifique. On est quasiment toujours buy side, du côté de l'acquéreur. C'est pour ça que cette nouvelle verticale de reprise d'entreprise marche très fort, parce qu'on propose à notre communauté de repreneurs d'entreprise des belles boîtes. Parce que une fois que tu as vendu ta boîte, tu as peut-être envie de changer de vie. Tu étais dans la tech, tu étais en SS2I, tu as peut-être envie de reprendre un hôtel dans le sud de la France. Et nous, en fait, comme on a un bon réseau de partenaires, on a des beaux deals de start-up évidemment, mais ça, les gens connaissent. Mais on a aussi des beaux deals de belles boîtes à reprendre. Et là, tu as les mecs ou les filles qui veulent changer de vie. Mais tu as aussi ceux qui veulent faire ce qu'on appelle du build-up, c'est-à-dire racheter une boîte et en racheter une deuxième, une troisième, une quatrième, faire un conglomérat. Ok. Et toi, à terme, tu voudrais faire quoi avec Super Capital? Ouais. Avec Super Capital, je te dis, c'est vraiment de développer... Tu voudrais sur tous les pans de la création de valeur. Ouais. Alors, ouais, entrepreneuriale, c'est-à-dire boutique de M&A, financement. Ouais, c'est un peu création ça. Même peut-être. Sorte de start-up studio en même temps. Tu pourrais intégrer des équipes. Pourquoi pas? Sales, marketeurs. Pourquoi pas? Alors, Startup Studio, c'est un métier difficile quand même, hein, ouais. mais effectivement, tu as raison. En fait, c'est un mot un peu galvaudé, mais je l'aime bien, c'est la synergie. Pour le coup, chez nous, franchement, nos activités sont très synergiques. Je te donne un exemple qui s'est passé la semaine dernière. Une boîte de notre portefeuille qui exit. Donc, les fondateurs touchent un peu d'argent. Et on a en interne chez nous un associé, Yacine, qui s'occupe du family office, sujet que tu connais très bien. Yacine parle tout de suite à cette personne puisqu'il vient d'exiter, il peut le conseiller sur son patrimoine. C'est synergique, tu vois. Les personnes qui font des exits chez nous, elles peuvent éventuellement réinvestir chez nous, mais pas que chez nous. On peut les aider aussi sur leur patrimoine. Et inversement, on a aussi parfois des investisseurs qui deviennent entrepreneurs. Parfois, on investit chez eux, tu vois. Donc, c'est vraiment 360. Un bon investisseur fait un bon entrepreneur et inversement. Alors, un bon entrepreneur fait rarement un bon investisseur. C'est ce qu'on dit souvent. Rarement. Et est-ce qu'un bon... bon... C'est pourquoi? Oui, parce que c'est pas du tout les mêmes skills. Et c'est pas du tout le même mode d'emploi, le même jeu. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il faut prendre du risque, il faut aller vite, etc. Quand tu es investisseur, il faut avoir du sang-froid, il faut se poser, il faut être calme, et il faut analyser, et il faut prendre moins de risques, je pense, qu'en entrepreneuriat. C'est pour ça. Et inversement, alors c'est difficile parce que tu n'es rarement investisseur. Alors il y en a, mais nous c'est pas ces gens-là qu'on a dans notre communauté, donc je les connais pas bien. On va dire les héritiers, je les connais pas bien. Ok. C'est quoi les critiques qui sont formulées sur ton business, ton secteur? Oh, il y en a plein. Et d'abord, il y a les critiques de ceux qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi à lever d'argent avec des VC. Il y en a plein, hein, ça évidemment, qui vont dire qu'on est trop élitiste ou qu'on investit que chez nos copains, ce qui est évidemment complètement faux. Mais il y a surtout diplômé. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne remarque. En France, c'est beaucoup le cas. Aux US, c'est très différent. Aux US, je ne sais pas si tu sais, mais 40% des licornes californiennes sont dirigées par des immigrés. Ça, c'est un chiffre incroyable. Alors nous, en France, c'est pas du tout le cas. Du tout le cas. Les deux écosystèmes sont très différents. Peut-être qu'un jour, on y viendra. En tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les écosystèmes sont très différents.
Et les côtés un peu sombres du VC, c'est souvent, les critiques, c'est souvent, tu sais, la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire lever de l'argent, la boîte n'est jamais rentable. Elle tue tous ses concurrents, et une fois que tout le monde est mort, ça y est, elle augmente ses prix. Tu sais, c'est la stratégie de Uber, par exemple, qui a été beaucoup décriée. Évidemment, c'est pas spécialement une stratégie. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est pas spécialement le genre de boîte que j'aime. Maintenant, évidemment, financièrement, si tu avais investi au début dans Uber, t'as fait comme Jason Calacanis x 15 000, donc t'es pas mal. On dit parfois que c'est un peu un Ponzi, qu'en gros le but du VC c'est d'être... en fait on s'en branle de savoir si on est rentable, etc. Ouais. Le seul objectif c'est de surfer sur la vague. C'est vrai. Et d'être le premier à avoir identifié la hype. Alors t'as un peu raison pour l'early stage, parce qu'en fait en early stage on est là et puis on va sortir en série B parce que ça fait déjà 6 ans qu'on est là, il faut de la liquidité pour nos investisseurs, donc en fait on refile un peu la patate chaude au prochain. D'accord ? Sauf que lui, le prochain, il va investir dans 10 boîtes. Et c'est pareil, sur ces 10 boîtes, il y en a qui vont fail, il y en a qui vont faire faillite et il y en a qui vont réussir. Et derrière, qui va se récupérer ? D'autres qui vont se récupérer, une partie de ceux qui vont faire faillite et une partie de ceux... Enfin, tu vois, et donc en fait, c'est une chaîne. Le problème de ça, c'est que aux US, ça marche très bien parce qu'il y a une IPO à la fin. En Europe, c'est beaucoup plus dur. Il n'y a pas d'IPO, il y a peu d'IPO. Alors, ce qui peut marcher, c'est la vente à un gros fonds de private equity, des LBO successifs. Ça, c'est très bien, tant mieux pour les plus rentables. Pour les boîtes moins fortes, moins rentables, les sorties sont difficiles. C'est souvent une vente à un Américain. Ou éventuellement une IPO au Nasdaq. Pour les plus belles. Comment tu implémentes l'IA chez Super Capital au sein de ta boîte ? Aujourd'hui, très honnêtement, on ne l'a pas beaucoup intégré parce que pour screener des deals, c'est beaucoup d'humains. Alors, pour screener des deals, oui. Pour faire des comptes rendus de réunions, de Google Meet, etc., oui. Maintenant, il y a un truc qui sera, je pense, quasiment jamais remplaçable, peut-être dans 1000 ans, mais aujourd'hui, clairement, dans les 50 prochaines années, non. C'est le feeling que tu as avec l'équipe. Est-ce que tu as confiance dans cette équipe ou pas ? Et ça, franchement, c'est tellement dur à décrire. C'est quand on a vu 1000, quand tu as ressenti 1000 entrepreneurs, peut-être tu commences à comprendre, tu vois. Mais avant comment ça, non. On fait comment on fait Tu as dégagé des tendances ? En fait, si tu veux, c'est un mix de plein de choses, mais il faut que l'équipe en face de toi, elle soit sûre d'elle sans être arrogante, elle soit résiliente, il faut qu'elle ait une énorme ambition et il faut que tu les sentes prêts à refuser un chèque qui va quand même changer leur vie, mais qui va pas changer la tienne. Et ça, c'est hyper dur. Parce que imagine, toi, tu es un investisseur, tu investis chez un entrepreneur. L'entrepreneur, on lui fait un chèque de 10 millions. 10 millions, c'est énormément d'argent pour une personne physique, même à 2 ou 3 associés. Sauf que toi, VC, tu es rentré sur une valo de 4 millions, 10 millions, tu fais quoi ? Tu fais un x2. C'est pas terrible, tu vois. Et donc, c'est ça qui est difficile pour un entrepreneur. C'est est-ce que tu vas savoir dire non à entre guillemets, la facilité d'une revente rapide, est-ce que tu vas continuer le jeu ? Parce que nous, VC, on n'a pas de limite en fait. Il n'y a pas un désalignement d'intérêt ? Si, un peu. Si, clairement, un peu. En notre défaveur, pour le coup. En notre défaveur, nous, les investisseurs. Parce que on te met un chèque de 10 millions sous le nez, c'est humain. Tu vas 9 fois sur 10, tu vas le prendre. Tu vois ? Et nous, on aura fait que notre x2 ou même pas, tu vois ? Ouais, mais peut-être que l'entrepreneur aurait vécu une vie heureuse en prenant ses 3, 4, 5 millions. Bien sûr. Mais le VC va lui mettre la pression pour continuer, tu vois ce que je veux dire ? T'as raison, mais en réalité, qui décide ? C'est l'entrepreneur. Parce que il y a certaines personnes qui disent oui, c'est les fonds derrière qui décident et tout. Je parle pas des fonds majoritaires, attention. Un fonds ultra minoritaire comme nous, quel poids on a ? Ok, on a des trucs, des boards, des machins, etc. Mais in fine, imagine le mec, le CEO, il se barre. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec la boîte ? Franchement, on n'est pas capable de la gérer. On va peut-être trouver un dirigeant pour la gérer, mais il y a très peu de chances que ça marche. En réalité, c'est l'entrepreneur qui décide. En tout cas, en early stage. Attention, parce que plus on va late, moins c'est le cas. Warren Buffett dit cette phrase très célèbre « Je n'investis que dans des boîtes qui peuvent être dirigées par des singes parce qu'un jour, elles le seront. » Lui, il investit que dans des énormes boîtes. C'est complètement l'inverse de nous. Nous, il ne nous faut pas des singes à la tête d'une boîte early stage. Et sur le volet reprise de boîte, tu peux nous en parler ? Comment ça se passe ? Ouais, la reprise de boîte. Vous sourcez quoi comme boîte ? C'est hyper intéressant.
Parce qu'en fait, ça correspond parfaitement à notre persona du mec de 45 ans qui a vendu sa boîte et qui va pas partir à la retraite à 45 ans, tu vois, parce qu'il va s'ennuyer. Et donc, il ou elle veut racheter soit une boîte pour se faire un peu plaisir, aller à un hôtel dans le sud de la France, un truc sympa, ou alors l'extrême inverse, j'ai envie de dire, la boîte, tu vois, je sais pas, service B2B, menuiserie, BTP, ce que tu veux, mais pour en faire un build-up, pour en racheter plein et pour faire un gros truc. Ça, c'est les deux vraiment pistes que l'on a. En bonne santé ou en redressement parfois? Toujours. Alors nous, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est en très bonne santé, rentable, sur laquelle tu peux mettre de l'apport et aller chercher une dette à la banque pour la racheter. Peut-être qu'un jour, on élargira à des boîtes un peu plus en mauvaise posture, etc. Mais à voir. C'est quand même un métier particulier, ça. Ok. C'est qui tes concurrents aujourd'hui? Si tu veux, il y a plein de gens, d'acteurs sur ce marché. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont, comme nous, une communauté aussi large de gens qui ont vendu leur boîte ou qui sont en passe de vendre leur boîte, qui ont du temps, de l'argent, de l'énergie et de l'expérience à consacrer à une reprise d'entreprise. Ouais, tu le disais tout à l'heure. C'est des gens qui sont eux-mêmes concernés. Exactement, c'est des gens qui, en fait, ils prennent évidemment 6 mois de break, ils font un petit tour du monde, ils achètent un peu d'IMO, et puis ils s'amusent dans 2-3 startups, mais puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Soit recréer une boîte, je suis sûr que tu as plein d'amis comme ça autour de toi, amis entrepreneurs. Soit ils recréent une boîte, soit ils reprennent une boîte. On parlait de ton nom de famille tout à l'heure, Orsini, un célèbre terroriste qui a essayé d'assassiner Napoléon III. Hélas, ouais. Il faut être terroriste pour entreprendre, ou en tout cas avoir l'envie de terroriser son secteur, disrupter, comme on dit. Oui, si tu veux si tu veux vraiment faire un impact, si tu veux vraiment faire une grosse boîte ou en fait quelque chose qui compte, et si tu veux te différencier, oui, clairement, faut être différent, faut frapper un grand coup, faut choquer, il faut communiquer d'une manière complètement inverse de ce qui se fait sur le marché, parce que sinon, en fait, t'es comme tous les autres. Et toi, t'essaies de créer ça avec Super Capital, bien sûr, de créer une identité forte. Ouais. Bien sûr. En fait, et ça passe par des trucs très cons. Hein. Moi, dès le premier jour, 2017, j'ai tutoyé mes co-investisseurs. Personne faisait ça en 2017. Ah ouais. C'était vous, c'était costard cravate, c'était machin. Moi, c'était tu dès le premier jour. Ça peut paraître ridicule, mais c'est un changement de paradigme, tu vois. C'est les deals startup, c'est élite, il faut mettre 50 000 euros minimum. C'est dans des bureaux feutrés dans le 8e. Non, en fait, c'est Corentin dans le sentier, il envoie un mail et tu mets 2000 balles. Tu vois, voilà. T'as commencé avec 20 personnes, tu me disais? Ouais, en fait, les 20 personnes, c'était des potes. Des potes à toi, ouais. Ou pas des potes, hein, d'ailleurs, des connaissances, des gens que j'avais croisés dans ma vie professionnelle et dont je savais qu'ils pouvaient investir un ticket genre 5 000, 10 000, 15 000 dans une boîte. Et comment t'as fait pour trouver là où les premières boîtes? Je traînais un peu à Station F, je faisais un peu de service, donc en tant que freelance, donc je faisais des BP, des business plans, des decks, je faisais du coaching d'entrepreneurs, je faisais, tu vois, des choses comme ça. C'était après Chausson. C'était après enfin, en fait, j'ai fait, Chausson. Après Chausson, j'ai entrepris, j'ai fait une boîte de conseil et une boîte d'affiliation. Toujours adoré ce nom, Chausson Finance. Ouais, c'est le fondateur. Et boîte de conseil et boîte d'affiliation, donc je connais l'entrepreneuriat, et donc je conseillais des entrepreneurs, tu vois. Et c'est là que j'ai vu que c'était dur. Moi, je voulais mettre des tickets. J'avais un petit peu d'argent, tu vois, pas grand-chose, mais je voulais mettre des petits tickets. Et c'était impossible. C'était impossible à l'époque. Fallait mettre des sommes folles. Et du coup, tu penses quoi des trucs comme Blast? Si tu veux, toutes les comment dire, Tudigo. Toutes ces initiatives pour démocratiser l'investissement en start-up sont bonnes. Maintenant, il faut faire gaffe parce que c'est une classe d'actifs extrêmement risquée, très risquée. Donc, faites attention quand vous investissez et surtout, avant ça, investissez d'abord en IMO, etc., dans des trucs, des ETF, des trucs plus sûrs, moins risqués. Et parfois, il y a certains acteurs qui vont promettre la lune à des gens qui ne comprennent pas. Comprenez ce dans quoi vous investissez. Ça, c'est vraiment mon conseil. Il faut comprendre dans quoi on investit,
quelle est la boîte, quel est le business model et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. Parce que si tu investis dans une boîte qui a une valo stratosphérique déjà, mais comment tu vas gagner de l'argent en fait? Qui va la racheter encore plus cher, tu vois? Et ça, c'est des questions de base, mais que parfois les gens ne se posent pas sur ce genre de plateforme. Du coup, il faut faire gaffe. Pourquoi chez nous, entrepreneurs capitalistes, il y a toujours ce complexe de la taille? Il faut que ce soit profond, énorme, huge. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu as raison. Il faut que le marché soit énorme. Tu as raison. Le plus large possible. 1% des cas. C'est toutes les startup nation, les gens qui lèvent de l'argent, nanana. Mais ça, c'est vraiment peanuts sur le marché de l'entrepreneuriat. 99% des entrepreneurs, c'est des plombiers, c'est des freelances, c'est des gens qui veulent juste vivre de leur activité. Et ils veulent pas faire un gros truc, ils veulent faire un truc à l'échelle de leur quartier. Et tant mieux pour eux. Par contre, les startups, tu as entièrement raison, c'est ça. Pourquoi? Parce que les startups, c'est des formes d'entreprises qui ne devraient pas vraiment exister en fait. Parce qu'en fait, c'est des boîtes pas rentables, c'est des boîtes qui lèvent de l'argent sur des valos qui sont n'importe quoi. Hein. Toutes les valos dans lesquels on entre, dans les boîtes dans lesquelles on entre, les valos, on les surpaye mais genre 10 fois. En vrai, une boîte aujourd'hui dans laquelle je rentre 3 millions, elle vaut peut-être 300 000 max. Mais nous, pourquoi on accepte de les surpayer en tant qu'investisseur? Parce qu'on pense qu'un jour, elles vont rattraper tout ce retard de valo et valoir x100 ou plus. Mais ouais, t'as raison. Mais parfois, tu vois, quand on est un peu dans ce monde des startups, on a un peu l'impression que ça, c'est la normalité. Mais c'est pas la normalité. Ça sert à rien de dire ça. Que la boîte, en fait, elle vaut pas 3 millions, mais 300 000. Ouais, mais c'est la vérité. Les gens n'osent pas dire. Ouais, mais c'est vrai. Honnêtement, c'est complètement vrai. Et encore 300 000, je suis gentil. Parce qu'il y a une boîte qui... demande à un comptable combien telle boîte vaut. Il va regarder le bilan. Il va voir, compte de résultat... ça vaut zéro. Moins 100 000. Il va dire, monsieur, cette boîte vaut 0. Voilà. Ok. Et il aura pas tout à fait tort. Donc en fait, tu vois, où est la vérité? C'est en fait, si tu penses qu'un jour... une personne va pouvoir acheter cette boîte beaucoup plus chère, vas-y. Et si tu penses aussi que le dirigeant ou la dirigeante va être suffisamment fort pour durer longtemps, arriver à une situation, pas de monopole, mais de force sur le marché pour pouvoir imposer ses prix et faire beaucoup de marge, vas-y. Mais ça va être long et dur. Il t'a pas dégagé des tendances sur ce qui fait un bon entrepreneur? J'ai une intuition comme ça, j'ai l'impression que les bons entrepreneurs sont des gens qui sont révoltés par quelque chose, qui ont une rage. 1000% d'accord. Tu vois, il y a un truc. Soit leur papa a été méchant, soit c'est un professeur, soit ils étaient, comment on appelle ça, à l'école harcelés à l'école. Je suis 100% d'accord avec toi. Toi, oui, la maîtresse était pas... C'est vrai, c'est pas vrai, en fait, on s'en fout. C'est comment tu l'as ressenti? Je suis complètement d'accord. C'est parce que tu veux prendre une revanche sur la vie et tu veux dire ah ouais, et ben regardez ce que je sais faire. Regardez. Mais tu vois, Thomas, que je salue, Thomas Robot, lui me disait non. Il me dit, je crois que les mecs de Airbnb ils étaient révoltés contre la vie et qu'ils se sont dit on va faire des putains de chambres. Alors c'est peut-être pas une vérité universelle, mais je suis sûr que les mecs de Airbnb ils se sont dit à un moment donné on veut pas d'une carrière. Il le dit d'ailleurs hein, dans un interview, pardon. Je sais plus ce qu'il explique, mais qu'il avait une sorte de revanche à prendre. Bah voilà. Moi je suis sûr que c'est des mecs, j'en sais rien, je connais pas l'histoire en détail, tu vois, mais je suis sûr que c'est des mecs qui voulaient pas d'une carrière toute tracée, etc. machin, et qui se sont dit putain, mais nous on veut faire autre chose. C'est pas normal que quand on aille dans une ville, parce qu'à l'époque c'était ça, hein, on paye $300 notre nuit d'hôtel parce qu'il y a un congrès, et qu'on puisse pas facilement trouver une chambre à $10, machin. Et en fait, pour pouvoir lancer ça, ou pour pouvoir lancer Uber, ou pouvoir lancer n'importe quoi, il faut quand même un petit grain de folie. Et ce petit grain de folie, il vient pas de nulle part. Si t'as toujours été dans des rails depuis que t'es né, tout est facile, tout est tracé, et que t'as pas envie d'en sortir, bah tu seras pas entrepreneur et tu seras pas bon entrepreneur. Clairement pas. Hier, j'étais à Roland-Garros, j'adore Roland-Garros. Et t'avais Tsitsipas contre Alcaraz. Et je sais pas, l'arbitre, le grec était énervé contre l'arbitre. L'arbitre lui met un warning, machin, il se vénère. Et là, il défonce tout, tu vois.
les balles, des boulets de canon sur la ligne, enfin magnifique. Il a quand même perdu. Donc c'est pas parce que dans la vie la maîtresse ou l'arbitre a été méchant avec toi que forcément ça contribue à ta réussite. Tu as raison, mais ça contribue au fait que tu crées, et que tu crées, que tu te relèves et que tu vas te battre, et qu'à un moment donné, tu vas gagner. Parce que moi, des boîtes, j'en ai créé, comme tout entrepreneur, j'en ai créé plein. Il y en a plein qui... des boîtes, des projets, j'en ai eu des dizaines, des centaines. Il y en a qui sont pas allés au bout. Il y en a que j'ai créé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de marché, j'ai arrêté au bout de 3 jours. Il y en a, ça a été des... Tu vois, enfin... Et autour de moi, honnêtement, je regarde les entrepreneurs, c'est pareil partout. En fait, on connaît plein d'échecs. C'est juste qu'on communique pas trop dessus. Et toi, justement, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour réussir? Bah, en fait... Pour trouver un client, pour... En fait, c'est un peu mordre la ligne jaune, tu vois. En fait, je pense que... Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a plein de gens, ils osent pas se lancer, parce qu'ils ont peur de franchir la ligne jaune. Et en fait, je dis pas qu'il faut faire tout en illégalité, évidemment. Mais à un moment donné, il faut savoir un peu mordre sur la ligne. Un exemple. Je connais des gens, mais plein, j'en ai entendu plein autour de moi, qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Ils se renseignent, comment faire ça. Et ils voient que c'est compliqué parce qu'il faut une assurance, d'accord, pour faire telle activité. Et ils vont voir un assureur, et l'assureur leur dit « Oui, je vous assurerai, mais d'abord, je voudrais que vous me prouviez que vous faites cette activité. » Et là, ils bug. Et ils sont coincés complètement, et ils me disent « Mais je peux pas. L'assureur me demande d'avoir une activité, mais pour faire cette activité, il faut que je sois assuré. Donc, je suis désolé, c'est impossible, c'est le serpent qui se mord la queue. » En fait, c'est quoi la solution ? Bah, c'est fais ton activité sans l'assurance une fois, tu verras, ça se passera bien. Et puis après, tu iras voir l'assureur, tu lui diras, voilà, j'ai fait une transaction, est-ce que vous pouvez m'assurer ? Voilà. Et personne, je te jure que personne ne te fera chier parce qu'une fois dans ta vie, tu as fait un truc où tu n'étais pas assuré. Ou je prends l'assurance, mais ça peut être un numéro SIRET pour vendre sur un marché. Bon, ok, t'as pas encore eu ton numéro SIRET parce que dans ton coin, le tribunal de commerce met 2 mois à t'envoyer ton SIRET. Mais c'est pas grave, tu vas voir la personne du marché, tu lui dis, écoutez, regardez, j'ai fait la demande du numéro SIRET, c'est en cours, ça va arriver. Bah, ça va passer. Mais ça a l'air très con de ce que je dis là. Mais je te jure qu'autour de moi, il y a des centaines de personnes qui sont bloquées par ça. Ils sont bloqués. Ils disent, ah bah voilà, bah c'est pas possible, on peut pas entreprendre en France. Bah si, en fait, faut se débrouiller, quoi. Et ça, tu crois qu'on peut aider à débloquer ? Oui, parce que on peut dire aux gens, en fait, mec, attends pas que tout soit parfait, vas-y, essaye, et puis on verra bien. Je dis pas qu'il faut tricher, je dis pas qu'il faut mentir, mais personne ne va t'en vouloir si tu testes un truc. Genre, est-ce que quelqu'un en veut à quelqu'un si ta fille de 12 ans, elle se met devant ton jardin avec un tréteau et des pieds et elle vend de la limonade ? Franchement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va aller en prison ? Non. Et pourtant, elle n'a pas vraiment le droit de faire ça. Au pire, il y a les flics qui passent, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, allez, rangez votre truc, ils vont aller au coin de la rue, tu vas remettre ton truc, puis ils s'en foutent. Voilà. Et si ça marche vraiment, un jour, elle achètera un commerce, elle louera un commerce, et puis elle fera une vraie... Voilà, une patente, voilà, exactement. Mais voilà, mais non, ça, je te jure que c'est vraiment un truc... Je pense que c'est des trucs à la con comme ça qu'il faut débloquer chez les gens. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, attention. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Je pense que j'ai un rapport à l'argent assez sain. J'aime beaucoup l'argent, mais comme un outil, comme un moyen. Pas du tout comme une fin. Je n'ai rien à faire d'accumuler de l'argent. T'en fais quoi ? J'en fais quoi, moi ? Alors, je l'utilise parce que j'aime bien faire des bons restos, des beaux voyages, etc. Et je l'investis parce que j'aime intellectuellement ce qu'il y a derrière l'investissement. Je m'intéresse à, je sais pas, j'ai investi en ETF, j'ai investi en immobilier, j'ai investi un peu en crypto comme plein de gens il y a quelques années. Enfin, voilà, tu vois. Mais souvent, les gens ont un problème avec tu sais, j'ai remarqué, il y a des gens qui ont... En fait, l'argent, c'est une valeur. Ça peut être une valeur, d'accord ? Il y a des gens qui ont la valeur richesse, argent. Mais ils ont honte d'avoir ça comme valeur, tu sais, dans leur valeur profonde. Et en fait, du coup, comme ils ont honte, ils sont pas à l'aise avec ça, tu sais. Alors que, fine, tu vois, je connais des gens autour de moi qui ont cette valeur en eux, richesse, argent,
Et tant mieux pour eux, tu vois. Et moi, je l'ai pas. Mais en fait, il faut pas avoir honte d'avoir les valeurs en question, et notamment la valeur argent. Comment Souvent, on fait les quand gens tu fais une ont famille de gauche? Tu vois, où on te dit que l'argent c'est mauvais, Ah bah ça doit être que terrible. les entrepreneurs sont des salopards. Moi, mes parents m'ont jamais dit ça, donc ça doit être terrible. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Tu vois. Ok. Bah, j'ai du mal à me projeter, tu vois, dans cette situation-là, parce que je vois très bien que ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Moi, ma seule réponse, c'est ça, c'est l'argent. Bah, c'est pas non plus une souffrance. Non, mais je comprends le truc. C'est juste un moyen, en fait. Tu sais, c'est un moyen, voilà, c'est tout. Et c'est pas une fin. Enfin, et d'ailleurs, si tu as envie que ce soit une fin, très bien. Mais en fait, il faut que tu sois à l'aise avec ta relation à l'argent. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et ça, souvent, les gens sont pas à l'aise. Moi, je sais que... Donc l'argent, ça peut contribuer au bonheur. Mais à fond, mais bien sûr, évidemment. Et celui qui dit le contraire, ouais, c'est drôle. Ouais. Dans notre société capitaliste, évidemment que ça en contribue. Attention, j'ai pas dit l'argent fait le bonheur. J'ai pas dit l'argent égale le bonheur. L'argent y contribue, évidemment, tout comme l'amour, tout comme l'amitié, tout comme les relations sociales, tout comme ta maison, tout comme tes enfants, tout comme tellement de choses. Ouais, donc ça peut être un moteur. Grave. Je pense que c'est un moteur chez pas mal de gens, d'entrepreneurs, etc. Encore une fois, il y en a beaucoup qui ont honte de l'avoir en moteur et qui vont pas le dire. Et ça va pousser de biais, tu vois. Et ça, typiquement, c'est des questions que tu poses à tes entrepreneurs? Non. Franchement, non. Et non. sur la rage? Ah bah sur la rage, révolte. ça, tu le sens dans l'énergie. Ouais. Ça, tu le sens dans l'énergie. T'as reçu Thierry de Mastéos récemment. J'ai vu la vidéo. Tu sens l'énergie de ouf. Je pense à lui parce qu'on en a discuté, mais il y en a plein d'autres. Tu vois leur vidéo, tu te dis waouh, ah ouais, la rage. J'ai vu une nana, la Clara Gold, une rage de... Ah, tu dis waouh, ah ouais, énergie de malade. Tu la vois tout de suite. Bien sûr. Ok. Bon, moi, il y a un truc qui me plaît, c'est d'essayer de comprendre, tu vois, comment inspirer les gens, comment les inciter à l'action, tu vois. Comment tu fais, ou toi, ou quel conseil tu donnerais aux gens qui cherchent leur passion? Tu veux dire qu'ils cherchent leur passion pour entreprendre? Ouais, plutôt. Bah, en fait, c'est pas forcément... je dirais qu'il faut pas forcément investir dans ça. En tout cas, un centre d'intérêt. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais pas forcément une passion, mais on a tous une ou deux très fortes passions. Bon, ok, t'es pas obligé d'entreprendre là-dedans. Par contre, on a plein de centres d'intérêt autour, périphériques. Et je pense que là, tu peux faire un picking et tu peux te dire, bah ça, c'est intéressant. Et surtout, je pense qu'il faut cumuler deux choses. Il faut te dire, ça m'intéresse. Et deuxièmement, la manière dont c'est fait aujourd'hui sur le marché, je trouve pas ça efficient. Et si tu trouves pas ça efficient, tu peux mieux faire. Si tu peux mieux faire, vas-y, lance-toi. Si tu penses que tu peux mieux faire, vas-y. Ouais, donc c'est quand même aux gens de faire un effort, évidemment, de rétrospection. Je regarde Netflix toute la journée, je bouffe des bonbons. Qu'est-ce que je peux faire de ma life? Ah bah ouais, non, mais parce que si tu fais ça, t'es en mode déprime et tu vas rien faire. En vrai, tu t'as dit juste avant une phrase... Je grossis le trait, mais... Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais t'as dit, c'est à moi de faire l'effort. Bah oui, bien sûr. En fait, rien dans la vie ne tombe tout seul. Rien. Mais ça, tu vois, quand je dis ça à des amis de gauche, ils me disent que c'est capitaliste, que c'est individualiste, c'est... Bah peut-être que ça l'est, mais on vit dans un monde... c'est la responsabilisation de l'individu à Ouais. outrance. Ouais. Oui, mais en fait, comment on a fait des innovations, comment on a le progrès technique. Moi, je suis ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça? Un techno... Merde. Ouais. Ah, j'ai oublié le mot. Oui, Je crois profondément que la science et la technologie... Technophile ou... Non. Non, un techno... non, optimiste. Ouais, exactement. Tu crois que la technologie contribue au progrès de l'espèce humaine? Oui, et par exemple, sur le domaine du réchauffement climatique, je fais gaffe comme plein de gens. En fait, t'es un entrepreneur. Oui. Et toi et moi, en tant qu'entrepreneur, on est optimiste par essence. Exactement. Et je sais... Et sinon, on se flingue, il n'y a rien à améliorer. Mais bien sûr. Ça n'a rien, Super Capital, Amabilis, il y a déjà 10 000 boîtes, pourquoi j'ai fait ça? Bien sûr.
Non, parce qu'on pense qu'on va pouvoir améliorer un truc, peut-être par ego, peut-être on s'en fout. Ok, et pardon, je te coupais, ouais, par rapport au... Non, je dis juste... il y a plein de gens qui disent il faut faire de la décroissance, il faut plus prendre l'avion, il faut machin. Moi, c'est pas il faut plus prendre l'avion. C'est il faut inventer des avions qui polluent pas, c'est tout. Parce que arrêtez les gars, on va pas arrêter de prendre l'avion. On va pas arrêter de se si on déplacer. écoute Jean Covici, c'est flingué, quoi. Qu'est-ce qui est flingué? La y a planète. rien à faire, quoi. Enfin, on trouvera jamais de remplacement à l'avion. Bien sûr que si. L'hydrogène, ça marche pas. Évidemment que si, on trouvera. Évidemment que si, on trouvera. Je n'ai pas dit que évidemment qu'il y a plein de gens qui vont souffrir. Parce que ça va pas se faire en 3 ans. Hein. Ça va se faire en 100 ans. Et en 100 ans, il y a plein de Bangladais qui vont souffrir. Il y a plein de Français qui vont souffrir. Parce qu'il va y avoir des villes sous les eaux, etc. Mais de toute façon, là, aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, les choses sont engagées. Il faudrait, rappelle-toi, en 2020, toute l'économie mondiale s'est arrêtée pendant 3 mois. Ça allait à peu près. On avait dit pour le climat. Donc c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui est possible? C'est d'arriver à... Attends, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par... pendant 3 mois en 2020, l'économie mondiale s'est arrêtée. Ouais. Et les scientifiques avaient dit, dans ces conditions-là, en arrêtant 3 mois l'économie sur une année, on est à peu près bon. On va sauver la planète, quoi. On va pas augmenter trop les températures. Ouais, donc les gars, donc c'est impossible. Parce que ça arrive une fois tous les 1000 ans. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui est possible? Il est donc possible. On est niqué. Un peu, mais comme on est au dos du mur, on va trouver des solutions, comme on a toujours fait, l'humanité a toujours fait. Et donc, on va trouver des avions qui polluent pas, on va trouver, etc., etc., etc. Et ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Voilà. Et donc, et ça veut pas dire, et pour autant, moi, maintenant, quand je vais dans le sud, je prends le train. Hein. Mais il faut pas être, moi, j'aime pas les discours trop clivants. Tu vas où dans le sud? T'as dit quoi? Tu vas où dans le sud? Je vais voir mes parents sur le bassin d'Arcachon, par exemple, ou je vais sur la côte basque, ou je vais, tu vois, dans les environs de Nice, quoi. Mais ouais, maintenant, on prend plus le train, tu vois, que l'avion. Mais très honnêtement, c'est pas avec ça que je vais changer la planète, hein, le réchauffement climatique. Hein. C'est avec les scientifiques et les innovateurs. Ok. Moi, il y a un sujet qui est important pour moi, c'est la dépression post-exit. Ah oui, ça je connais bien, j'en ai 1000 chez moi. Tu peux m'en parler, toi? Qu'est-ce que tu vois? C'est un vrai sujet. Ouais. Quel est le problème? Ouais. Pourquoi on n'en parle pas dans la littérature business? Tu sais pourquoi on n'en parle pas? Parce que en France, on se dit, attends, le mec il a pris 10 millions et il vient se plaindre, ouais bah vas-y, qu'il aille se faire voir, tu vois. Non, en vrai, en fait, ce qui change, c'est le changement de rythme. T'as été focus pendant 10 ans sur une boîte, t'as bouffé ta boîte, matin, midi, soir, le week-end, la semaine. Et tu vends ta boîte, et là, un gros vide. C'est normal. Tu changes j'allais dire de timeline, non, de... Paradigme. Ouais, de paradigme, de mode de vie, de style de vie, Ouais. de train de vie, tu vois, de rythme de vie, voilà, de rythme de vie. Et c'est évidemment normal que, en fait, waouh, si t'es pas solide par ailleurs, si t'as pas des bases par ailleurs, si t'as pas plein d'intérêts à côté, en fait, tu fais quoi de ta vie? Tu te dis, putain, mais à quoi je sers maintenant? Parce que ta famille, si t'as une famille, alors soit t'as pas de famille, et là, évidemment, t'es tout seul dépressif dans ton coin, ou alors t'as une famille, mais ta famille pendant 10 ans... On fait des bonbons et regarder Netflix. Ouais, exactement. Mais si t'as une famille, cette famille, elle a appris à faire sans toi parce que t'étais 24 heures sur 24 comme un ouf sur ta boîte. Et donc, ils vont pas tout de suite t'intégrer à leur quotidien, etc. Donc en fait, c'est comme les gens, tu sais, qui osent pas prendre leur retraite parce qu'ils se disent « je vais m'ennuyer, je sais pas quoi faire ». Mais en fait, ces gens-là, je les comprends. Moi, je te jure, je prends ma retraite, je vends ma boîte, machin. J'ai 1000 idées, j'ai 1000 business, j'ai 1000 trucs. Je fais des ONG, j'ai machin. T'inquiète que je vais pas m'ennuyer une seconde. Mais je comprends les gens qui sont focus 24 sur 24 sur leur boîte, uniquement sur leur truc, et le jour où ils vendent, où ils arrêtent, en fait, ils n'ont pas de passion, ils ont pas de... Et ils se disent, je sais pas quoi faire. Moi, je suis l'inverse de ça, parce que j'ai toujours fait 1000 trucs, j'ai des side projects tout le temps. Voilà. J'ai une famille aussi, que je vois quand même assez souvent, beaucoup, quoi. Donc, même si je bosse beaucoup, mais... C'est quoi la plus grande démonstration d'opulence que tu as pu rencontrer dans ta vie? Ouais, ça c'est marrant comme question parce que
J'ai vu pas mal de démonstrations d'opulence ces dernières années avec Super Capital. Parce qu'avec Super Capital, j'ai commencé à fréquenter des gens qui ont beaucoup d'argent. Pas que, hein, mais certains, le haut de la fourchette, ont vraiment beaucoup d'argent. C'est assez hallucinant. C'est pas un monde que je connais à la base. J'ai appris à le découvrir. Et souvent, les plus grosses... Toi, tu viens de quel milieu ? Moi, je viens d'un milieu classe moyenne supérieure. Mon père a toujours été salarié d'une grande boîte, Ikea, multinationale. Donc, il a toujours très bien gagné sa vie. T'as dit quoi ? Je connais pas. Voilà, comme plein de monde. Toujours très bien gagné sa vie, mais clairement pas riche, quoi. Or, il y a un gros gap entre la classe moyenne supérieure et les gens vraiment riches, quoi. Et donc tout ça, j'ai découvert ça ces dernières années. Et là, les grosses démonstrations d'opulence, c'était surtout... surtout... supérieure, c'est quoi ? C'est 3 000 euros net par mois ? Non, c'est une maison secondaire. deux fois ça, tu vois. 6 000 net par mois ? Ouais. Maison secondaire ? Non, pas de maison secondaire. Non, t'as pas de maison secondaire, c'est petite bourgeoisie. Ouais, c'est au-dessus encore. Ouais. Maison secondaire, faut quand même se la payer, hein. Ouais. Bah, surtout aujourd'hui. Peut-être il y a 30 ans, c'était plus facile, mais... Il faudrait que je regarde un peu les paliers, tu sais. Les paliers, bah aujourd'hui... Ça m'a longtemps passionné. Dans les sociologie, comprendre... Ouais, si tu gagnes plus de 4 000 euros par mois, aujourd'hui, t'es dans les 10% des gens qui gagnent le plus d'argent. Ouais. Mais il y a deux choses, hein. Il y a gagner de l'argent et il y a le patrimoine. C'est très différent. Et puis il y a le... Comment on appelle ça ? Capital social. Ouais. Clairement. Est-ce que tu vas à l'opéra ? Bien sûr. Est-ce que tu fais des week-ends ? Bien sûr. Donc, moi, les démonstrations d'opulence, c'est surtout dans l'immobilier que j'ai vu ça. J'ai vu des gens me recevoir chez eux dans leur résidence principale, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Des choses hallucinantes, incroyables. Moi, j'imaginais même pas... Enfin, c'est pas que j'imaginais pas que ça existait, mais presque. Du genre ? Bah, du genre des duplex de 600 mètres carrés avec des rooftops de 400 mètres carrés en direct sur la Tour Eiffel, du genre des chalets dans des stations de ski prestigieuses ou plusieurs chalets avec des piscines intérieures, tu vois, des hôtels particuliers sur le Champ de Mars, enfin voilà, des choses comme ça qui sont quand même assez dingues. C'est dingue. Et ça te stimule ? Ah ouais, à fond, moi j'adore ça. Moi je pense que j'étais un Maharaja dans une vie antérieure, tu vois, dans mon palais. En fait, moi j'adore ça. Alors c'est marrant parce que je suis pas très. Contrairement à beaucoup de Français, je suis pas trop dans la possession. La pierre, la possession, tout ça, ça me passionne pas spécialement plus que ça. Mais j'adore les beaux endroits, tu vois, les palais, l'espace. Je suis très sensible à l'agencement des pièces, ouais, ce que je veux dire. Tu vois. Et voilà. Donc ouais, j'adore ce genre d'endroit et tout. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très belle maison aussi, très spacieuse, très sympa, mais évidemment qui n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire. D'accord. Tu fais des paris sportifs ? Oui, des paris, plutôt des paris sportifs, des lotos, des tiercés, des choses comme ça, ouais. Parce que ça me vient de mes deux grands-pères, de chaque côté, le côté de ma mère et le côté de mon père. La famille de ma mère est assez sédentaire, bassin d'Arcachon, et mon grand-père a joué toute sa vie et m'a amené dès mes 6 ans avec lui au PMU, jouer tous les jours de sa vie. Et côté de mon père, ils sont très nomades. Parlant de PMU, là, il y a une nouvelle hype autour de la food PMU. C'est vrai ? Bah, t'as un deal en ce moment là. Ah oui, ouais. Roger Lafrite. Tout à fait. Il y a le cornichon. T'as raison, je l'ai vu passer ce deal. Il y en a 3-4, c'est le troisième. Ouais. Enfin, tu connais le cornichon. Ouais, je vois très bien. Ouais. Oui, t'as raison. C'est le PMU un peu hype et un peu revisité, quoi. Bah, c'est top parce que, évidemment, en fait, c'est toujours pareil. Les modes, c'est des cycles. Pour nos auditeurs, en gros, c'est. Là, depuis 5 ans, il y a des hypes un peu. Qui a été un peu initié par Big Mama. Et donc, t'as le Big Mama du coréen, le Big Mama chinois avec la Bao Family. Et là, plus récemment, le Big Mama du PMU. Exactement. Du troquet parisien, ouais. Ou français d'ailleurs, je ne sais pas. Non, ouais, français même, parce que tu vois, moi, mon grand-père, il était en Gironde et il m'a amené là-bas. Et ouais, et côté de mon père aussi, il jouait pas mal. Alors, côté de mon père, c'était un peu plus problématique parce que mon arrière-grand-père a dépensé toute la fortune familiale en jeu toute sa vie au casino. Et d'ailleurs, côté de ma mère aussi, il a quand même pas mal dépensé son argent. Il avait pas du tout de fortune, mais il dépensait son salaire. Donc j'aime bien jouer. T'as anticipé, tu t'es interdit de casino, quoi. Ouais, voilà. Non. En fait, c'est marrant parce que j'ai pas du tout cette addiction, tu vois. J'ai pas plus par quoi, un peu tradition, quoi. Ouais, presque en fait, parce que tu sais, depuis que je suis tout petit, ils m'ont amené.
j'adore ça, mais jamais j'irai dépenser des T'aimes milliers d'euros. l'atmosphère aussi, non? Ouais, attends, j'avais 6 ans, ma grand-mère, elle Un m'amenait... truc authentique, quoi, c'est vrai. Ah, c'était génial, elle m'amenait au loto, tu sais, dans le sud-ouest, salle enfumée, tout le monde avait des cigarettes, des cigares autour de moi, à 6-7 ans, tu vois. Et tu sais, t'avais les cartons de loto, tu mettais les jetons et tout, mais je kiffais, et on gagnait un jambonneau et tout, tu vois. Oh là là, mais c'était génial, je te jure. Et excellent souvenir avec mes grands-parents, vraiment. Ok, je sais plus ce qu'on disait. Ouais, des paris. Ouais, les paris, donc ouais, genre... Élection. Élection. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc un peu de mec établi, non? Je sais Ouais. pas, j'avais mon oncle qui était avocat, Ouais. qui m'impressionnait beaucoup, etc. Et il me parlait de ça souvent. Ah ouais. Que les mecs, enfin, j'ai l'impression que c'était les mecs un peu blindés, Ah oui. qui entre eux, T'as raison. pariaient, je sais pas, sur l'élection de Trump, enfin, tu sais, des trucs un peu de riches, quoi, genre, Je vois ils très le bien. font vraiment. Ouais, je vois très bien. J'ai jamais fait ça. Corentin, je te prends 5000 € que Trump va passer, ou tu vois. Ah ouais. J'ai jamais fait ça et j'ai jamais trop vécu ça, mais je vois très bien ce que tu décris. C'est pas trop mon trip, ça. Non. Je préfère un pari sur une course de chevaux, tu rigoles 5 minutes, t'as parié 10 €, puis c'est fini, tu vois. Je sais pas, Je sais je trouve pas, ça mais plus c'est pour marrant. me faire marrer un peu. Ouais, le côté intellectuel de... Ouais, je sais pas, moi je préfère des choses plus concrètes, quoi, tu vois. Ouais. Les élections, pour moi, je sais pas, c'est... Ouais. C'est trop loin de moi, en fait, je trouve. Ouais. Tu vois. Alors, toujours la même question sur le recrutement pour mes auditeurs, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, je pense que oui à 90%, c'est vrai, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Comment tu définis le doute? Bah en fait, c'est quand tu te dis, il y a un truc qui va pas, Ça veut dire quoi? il ou elle est pas, ou il est pas, comment dire, il est pas solide dans ses appuis, tu vois, il est un peu brinque-ballant. Tu sais, t'as du mal à lui faire confiance. Ouais. Tu te dis, attends, il me raconte ça, c'est du vent, il l'a lu dans un livre ou c'est vrai? C'est vraiment ce qu'il pense, tu vois? Ouais. C'est ça. En tout cas, toi, tu as le sentiment que le mec n'est pas solide dans ses Oui. assises, quoi. Oui. Ça, c'est C'est 90%. peut-être un ressenti de ta part, Oui, bien sûr. mais on s'en fout, puisque c'est toi C'est le le cas. En tout le cas, c'est le leader cas. et que Ouais. tu as besoin d'avoir... Ok. Et 90% du cas, c'est le cas. Je suis d'accord avec toi. Quand il y a un doute, c'est pas le doute. Par contre, tu peux voir des gens aussi qui sont pas très à l'aise, qui sont impressionnés et tout ça. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais moi, je pense que je suis pas une personne qui met mal à Ouais, l'aise mais les ça, gens. ok, tu l'as pris en compte, donc tu l'élimines. Exactement. Après, attention, il y a des gens qui mettent mal à l'aise les gens. Ils en sont pas conscients forcément, mais il y a des gens qui... voilà. Et donc là, eux, ils doivent avoir conscience de... Attention, tu vois, prends-le avec un filtre différent. Toi, t'as un patron comment? Ah, moi, je suis plutôt pote, tu vois. Je suis plutôt le pote de mes équipes, mais Vous êtes combien d'associés? on est 3 associés. Et il y en a un qui joue le bad cop ou... Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as déjà licencié des gens? Jamais vraiment frontalement. C'est, tu vois, les gens, ils s'en vont parce que, en fait, ça se passe pas bien, ou tu vois. Jamais vraiment frontalement. Tu fais appel à des freelances beaucoup ou pas? Ouais, j'ai toujours fait beaucoup appel à des freelances. Un peu moins aujourd'hui, parce que c'est moins le trip de certains de mes associés. Mais j'ai toujours beaucoup fait appel à des freelances et j'ai toujours été un immense défenseur des freelances parce que je trouve que c'est l'une des manières les plus efficientes de travailler. Maintenant, force est de constater qu'il y a plein de gens, notamment des jeunes, qui ne jurent que par le CDI. Moi, je ne comprends pas du tout ça, mais je constate qu'ils veulent des CDI, les jeunes. Donc, je leur en donne. C'est le système aussi qui veut ça. Oui et non, on pense que Pour c'est le trouver système. un- Oui, mais moi j'ai acheté ma première maison en 2015. Je gagnais 2000 € par mois en auto-entrepreneur et j'ai acheté ma maison. Et ma femme était auto-entrepreneur et elle gagnait à peu près la même chose, peut-être un peu plus. Comme quoi? Je dis pas que toutes les banques vont te prêter, hein, mais T'avais pas de garantie? j'avais un apport assez conséquent. Ça a joué, ça, alors? Je pense que oui. Maintenant, c'est pas le seul truc qui a fait que, tu vois. Je parle de ça, c'était il y a 9 ans, quoi, 2015. Donc là, vous êtes 1000. Ouais, 1000 co-investisseurs, ouais. 2024, prochain palier, c'est quoi? Ah bah le prochain palier, j'aimerais vraiment qu'on accélère. En fait, si tu veux, Là, on est début juin.
Ouais. On se reparle à Noël, t'en es où? Ah bah, le truc génial, ce serait qu'à Noël, tu vois, on soit... vraiment, le double, ce serait fou. Qu'on soit le double, 2000, ce serait fou. On va essayer, hein. Et plus vous êtes gros, plus c'est chiant aussi, non? Non. Parce que... Non? C'est une très bonne remarque, et la réponse est non. Parce qu'en fait, qu'on investisse dans un deal avec 50 mecs dans un SPV, dans un véhicule d'investissement, ou 100 ou 150, honnêtement, c'est pareil. T'as pas plus de gestion? Très très peu, parce que Ah, mais maintenant... pourquoi vous avez fait ça et... Alors ça, c'est les questions des mecs un peu relous. On en a toujours, mais c'est 1 sur 100, 1 sur 50. Quand on en est 2 ou 3 ou au lieu d'un, c'est franchement rien. Et maintenant, grâce à des acteurs excellents comme Roundtable et d'autres, on a une bonne UX, tout est fluide. Parce qu'attention, sans ces Pour que nos acteurs-là... auditeurs comprennent, en fait, tu passes par un prestataire qui s'appelle Roundtable, il y en a d'autres, comme Tilia, comme... Exactement, Tilia, Super Angel, Tudigo aussi. qui permettent, en fait, de créer le véhicule pour toi. Et donc, en fait, c'est eux qui portent le volet administratif et réglementaire, Exactement, qui est très lourd. exactement. Et donc, en fait, tu passes par eux comme un prestataire. C'est exactement ça. Et si tu veux, nous, avant eux, avant tous ces acteurs... Un peu comme si, plutôt que de coder soi-même son site internet, on passait par Webflow. Exactement, ou par Wix. C'est exactement ça. Et si tu veux, nous, avant ça, on le faisait nous manuellement. Ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et je veux dire, nous, c'est pas notre Donc, kiff. avec plus d'avocats, machin. Bien sûr. C'est pas mon kiff, honnêtement, de créer des sociétés d'investissement juridiquement. Ou à terme. Quand vous serez plus gros, qu'il y aura du flux. Oui, peut-être. Mais honnêtement, ils le font tellement bien, ces gens. Ouais, mais c'est cher quand même, non? Alors, ça dépend, il y a tous les prix sur le marché. Non, mais Roundtable ou Tilia. Pour le coup, Roundtable n'est pas cher. D'accord. Ok. Donc c'est intéressant pour vous. À nous, c'est le jour et la nuit. Ouais. Vraiment. C'est ce qui nous permet de scaler aujourd'hui. C'est des acteurs comme ça. Et donc tu parlais d'eux parce qu'en fait c'est facile de créer un véhicule. Ouais. Que vous soyez 50 ou 100. Exactement, c'est facile de créer un véhicule, c'est facile de regrouper l'argent des investisseurs, c'est facile de faire ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, c'est de récolter la pièce d'identité, les trucs anti-blanchiment, tous ces trucs dont honnêtement personne n'a rien à faire, mais qui sont obligatoires, réglementaires. Tu parlais récemment là de Shareable. Oui. Qui a lancé une plateforme. Oui. C'est quoi la différence avec Roundtable? Je suis allé voir là hier. Ouais, c'est grosso modo la même chose. C'est grosso modo la même chose. Qui a été créé d'ailleurs par notre avocate Mégane Séguin, qui est une super avocate. Et en fait... La famille de Philippe Séguin? Je pense pas. Effectivement, c'est un concurrent, c'est un autre prestataire. Nous, notre vision, c'est que on a une communauté d'investisseurs, on a des bons deals. Qu'on regroupe ces investisseurs sur telle ou telle plateforme, peu nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'investir dans les bons deals, avec les bons investisseurs, le maximum d'argent. Pour faire le maximum du multiple, pour prendre notre maximum de caride. Point. Voilà. Ok. Et tu penses qu'un jour il y aura une méga plateforme comme aux US Oui, je pense qu'il en restera qu'une à la fin, bien sûr. Oui, ouais. oui, parce que le marché... La plateforme de Naval. Comment tu dis? Pas Naval, Ravikant, c'est... Si. Angelist. Ouais, Angelist. Ouais, c'est ça. C'est Naval. Oui, il me semble que c'est ça. J'ai un doute. Ouais. C'est un peu la référence. C'est complètement la référence. Je crois que Roundtable voulait faire ça au départ. Exactement. Et je pense qu'ils en prennent plus ou moins le chemin. Plus ou moins le chemin. On verra qui gagne à la fin, je sais pas. Hein, mais ouais, je pense après, ce qui est difficile, c'est que comme tu le sais, l'Europe... C'est toujours difficile d'avoir un acteur en Europe parce qu'il y a plein de langues, etc. C'est ça. Tu vois, nous, tu lis toujours dans la presse que notre premier partenaire économique, c'est l'Allemagne. Nous, c'est hyper dur pour nous d'investir dans une start-up en Allemagne. Parce que y a très peu de liens. Tu te rends compte qu'on investit plus dans les start-up indiennes que dans les start-up allemandes, nous, Super Capital. C'est fou. Comment ça se fait? Pourtant, on a un partenaire à Berlin, etc. Mais c'est compliqué. Les écosystèmes, ils sont hermétiques en Europe. Après, les Allemands, c'est un peu nos ennemis héréditaires. Hein.
Ouais, mais je pensais que ça c'était. 270, 14, 39, ils font quand même bien chier. Hein. Je pensais que c'était fini tout ça. Bah en fait non. Oui, parce qu'en Roundtable, pour expliquer, c'est pas seulement un prestataire, c'est aussi une plateforme sur laquelle tu peux retrouver plein de fonds, Exactement. rejoindre ces fonds, Plein de club deals. plein de clubs deals, Ouais. pardon, Ouais. rejoindre ces clubs Ouais. qui ont chacun des thèses d'investissement différentes. Exactement. C'est ça. Ok. Et ça pour le coup c'est exactement comme AngelList aux US. Ouais. Mais Angelist, j'ai l'impression qu'il y a quand même un accès aux startups facilité, non? Tu veux dire de parler avec le dirigeant? Même voir les boîtes, non? C'est à peu près pareil. Moi j'ai investi pas mal depuis longtemps sur AngelList. C'est franchement très similaire. Roundtable, non? Ouais. Et AngelList Ah aussi, ouais. depuis longtemps. Et c'est franchement assez similaire. Hein. Ok. Ouais, je connais bien Evan, Ouais, super. que j'aimerais beaucoup inviter d'ailleurs. Ouais, bah, je pourrais te mettre en contact si tu veux. Ouais, avec plaisir. Ouais. On est déjà en contact, mais avec grand plaisir si tu peux nous refaire une intro. Bien sûr. Chaleureuse. Non, ok, super. Non, très bien. Ouais, je pensais lui faire un petit message là. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup son énergie. Ouais, exactement. Bah, je suis d'accord. Ouais. Question à la con maintenant. Tu pouvais changer ta vie avec quelqu'un juste pendant 1 heure. Tu rentres dans la peau de quelqu'un. Qui tu veux. Ouais, alors j'ai 2 réponses. J'ai une réponse genre j'aimerais bien voir quand même ce que ça fait d'être genre, tu vois, un Jeff Bezos, un Bill Gates, tu vois, une personne comme ça hyper qui a une vie incroyable et exceptionnelle. Mais j'ai aussi une autre réponse, c'est j'aimerais bien aussi voir ce que ça fait d'être une fille, une femme. Parce que je pense que c'est très différent dans ta relation aux autres et voilà. Ah ouais. Gad, notre précédent invité, c'est intéressant, il rencontrait une syndicaliste et il lui a proposé, il lui a dit bah, prends ma place de patron, je prends ta place de syndicaliste. Mais effectivement, oui. Mais une syndicaliste de sa boîte à lui ou pas? Ouais, ok. Non. Ok. Bah ça c'est intéressant, ouais. Ok. Mais effectivement, ouais, devenir une femme, comprendre un peu le rapport aux autres, aux hommes, au pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement. Et si j'étais une femme, j'aimerais bien voir ce que ça fait, tu vois, d'être un homme. Ouais, c'est intéressant. Ok. Moi, ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aimerais juste pilote. Tu vas être Charles Leclerc pendant 1 heure. C'est vrai que c'est pas mal. Il faut savoir encaisser. Je peux te sortir des gens connus, machin et tout, mais juste un pilote de F1, tu vois. Ah ouais. Ouais. Juste pendant 1 heure, là, tu vois. Si tu me demandes, là, au débeauté. Ouais, et maîtriser, bien sûr, évidemment, puisque t'es pilote. T'as 2 enfants, si l'un de tes enfants devient PDG de CEO de Chine, qu'est-ce que tu leur dis? Shein, c'est quoi? C'est la marque qui pollue beaucoup, marque de vêtements qui pollue, là, c'est ça? En fait, alors d'abord, je pense que c'est impossible que ça arrive, vu leur engagement environnemental, à mes filles. Shein qui vient d'annoncer qu'il lançait la seconde main. Ok, intéressant. Tout un volet seconde main, je vais pas regarder dans le détail, mais... Comme quoi, rien n'est perdu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Écoute, honnêtement, je pense que ce serait impossible. Mais Shein, je crois que c'est 6000 nouveaux articles par jour. Franchement, ça, il faut vérifier les... Non, mais je crois que t'as raison. Données, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un truc genre... C'est un peu délirant, franchement. C'est complètement fou. Maintenant... Mais dire ça, moi je le dis aussi, hein. Est-ce que c'est pas un truc de blanc? Si, sûrement. Avancé. Si. Oui. Enfin... Est-ce qu'eux, ils pourraient non. pas nous dire attends, allez, arrêtez de vous foutre de notre gueule, bah, vous l'avez sûr. fait pendant 300 évidemment. ans. Non, mais je suis 100%... Évidemment, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand même, c'est quand même une telle exagération. Enfin, voilà. Donc moi, non, j'ai pas envie d'être là-dedans. Mes filles, elles ont pas envie d'être là-dedans, je pense. Maintenant, attention. Mes filles, ce sera dans 10 ans. Imagine, c'est dans 10 ou 20 ans. Non, mais te dis, papa, ça y est, je suis nommé. Ouais, et ben je suis nommé. Je dirais, écoute, très bien. Génial, bravo pour toi. Maintenant, je sais que tu as des convictions depuis longtemps. J'imagine que tu vas le mettre en œuvre. Chez eux, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boîte? Ah non, mais non, certainement pas. Je sais pas. Moi, j'en sais rien. C'est encore une fois, hein, c'est les scientifiques, les inventeurs, les innovateurs qui trouvent. Je sais pas, on rend tout ça écologique. Je sais pas comment. Hein. Ok.
Il y a sûrement des... Enfin, tu vois, il y a toujours des... En fait, on a toujours tout réussi et tout trouvé. Et je veux dire, on est loin d'être au bout. Mais tous les jours, on trouve des trucs, des nouveaux trucs. On va trouver. Demain, on passe à la semaine de 1 jour. Qu'est-ce que font les gens? Bah, c'est une super question. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de gens, ils vont déprimer, pas savoir quoi faire, se suicider. Ça va être terrible. Parce que changement de rythme. Moi, demain, on passe à la semaine d'un jour. Putain, mais t'inquiète, je trouve 20 occupations. Je vais faire 20 trucs. Et je vais adorer. Encore une fois, c'est pareil. Et comment la société peut prendre en charge ces gens? Financièrement, socialement, culturellement. Bah, c'est un peu ça le truc, tu vois, le dernier... J'ai lu un article où le mec qui disait le métaverse, non, ça sert à rien. Mais si, ça sert à, dans 20 ans, occuper les gens. Quand l'IA aura tout défoncé, ouais. Bah, les gens, ils vont s'abrutir avec le métaverse. Bah, c'est ce que Sam Altman a dit dans son dernier discours. Il a dit, on va regarder la prochaine version de OpenAI, comment rémunérer d'une certaine manière une partie les gens. Parce que en fait, on va tellement faire de tâches à leur place qu'il y a un moment donné, on aura un devoir social et sociétal de redistribuer de la valeur. Oui, c'est son projet. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il a dit ça. C'est pas WorldCoin, je sais pas quoi. Ah oui, si, c'est ça, t'as raison. Donc c'est un peu, tu sais, dans la mouvance du revenu universel, etc. Donc, bah, pourquoi pas, en fait. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire du revenu universel, c'est un truc. C'est pour tout le monde et c'est pas dur à choper et t'as pas 20 000 papiers à remplir. Parce que franchement, ce qui est trop chiant, c'est quand t'es pauvre, quand t'as des droits, déjà tu sais pas que t'as des droits. Je connais pas. Tu sais pas que t'as des droits et tu sais pas comment aller remplir les papiers, tu sais pas à qui t'adresser. Tu sais, tu vas à des bureaux. Non, mais il y en a plein qui savent, mais tu sais, t'as des gens qui savent pas Enfin, en fait, c'est super mal fait. Enfin, en fait, l'UX, elle est mal faite. Tu vois, l'UX de tous ces services publics, elle est mal faite. C'est affreux, mec. Ah oui. J'ai fait un post là récemment sur LinkedIn sur le guichet unique. Ouais. Je voulais faire une formalité pour l'une de mes boîtes. Et mec, c'est un enfer. Exactement. Il faut que j'aille à la poste en physique. Ah. Après, en vrai, on est capricieux. Bah, tu vois, tu dis ça à ma grand-mère. Tu te dis, bah, en fait, ferme-la, tu peux bien aller à la poste. Mais bon. Oui, mais attends, on est capricieux. Tu crois qu'à Singapour, ils font comment? Ils vont pas à la poste. Putain de poste. Ouais. Pour avoir un document qui ensuite va me permettre de créer un putain de compte. Qui ensuite va me permettre de créer un deuxième compte. Voilà. Arrête. Ça, c'est pourri. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut éviter et c'est ce qui nous tuera. Tu vois? J'ai créé une boîte il y a 7 ans, 8 ans que j'ai pas fermé, tu vois. Je veux cleaner le truc, je veux fermer. Mais mec, c'est un enfer. Bon courage. Alors, je dois dire qu'il y a une nana des impôts qui est très sympa, qui répondait aux mails et tout du greffe. Oui, t'es bien tombé. Ouais, je t'ai étonné. C'est ça le problème, c'est que... En fait, moi, c'est ça que j'aime pas en France. Mais c'est bon, que soit j'ai tu pas trouvé la tombes solution. bien, voilà, en plus. Mais soit tu tombes bien, c'est cool, tout va bien, mais ça, c'est 1 fois sur 10. Et 9 fois sur 10, tu tombes mal ou moyennement, et tu sais pas, tu sais, c'est flou. Je dois faire des bilans. Mais j'ai fait 0 tiers. Voilà. Ouais. Tu vois? Ouais. Bon. Écoute, après, j'ai pas envie de tomber dans le poujadisme. Mais non, mais... Ou tu vois, dans des mais en fait, c'est des choses discussions simples, de mecs de droite aigris. Mais non, mais il n'y a pas ni de droite ni de gauche. Moi, je suis ni de droite ni de gauche. Tu vois, Toi, t'es de droite dure. En fait, il faut juste ultra libéral. Les choses simples. Parce que je suis VC investisseur. T'es un enfoiré de capitaliste. Hein. Ouais, alors je sais pas si je suis capitaliste. Je suis libéral, ça c'est sûr à 100%. Capitaliste, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, on est dans un système capitaliste. Attends. Bah, si tu veux, en fait, moi explique-moi. En fait, moi, je trouve que... T'es libéral, mais pas capitaliste. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je trouve que tout le monde devrait pouvoir créer une entreprise avec 0, avec 1 euro. Alors, tu vas me dire, c'est à peu près possible. Mais en fait, c'est pas vraiment possible. Parce qu'en fait, un truc, par exemple, tu veux prendre des locaux. On te demande combien de putain de mois d'avance de loyer? Combien de putain de mois de caution, machin et tout ça? Comment tu veux faire? T'as pas d'argent, t'as 100 balles, bah tu peux pas. Tu vois? Et c'est juste un exemple, tu vois, les locaux. Mais en fait, ça devrait être plus simple. Tu vois, il y a plein de pays d'Asie ou d'Asie ou d'ailleurs, hein, c'est plus simple parce qu'en fait, tu viens, tu veux louer? Ok, viens,
Tu payes un mois d'avance, tu te mets là et tu fais ton business. Tu vois? Et nous, c'est non, c'est compliqué, nanana, faut mettre des cautions, faut nanana. Ah, votre activité, elle me plaît pas, j'en veux pas. Ouais, mais ça, c'est lié à la loi ou c'est lié au propriétaire qui veut se couvrir? Les deux. Les deux. Et à l'usage de marché. Et pourquoi faut mettre 30 000 euros sur la table pour aller louer un commerce? 30 000 euros, c'est une somme énorme pour la plupart des gens. Ouais, mais est-ce que ça, c'est business ou peut-être que c'est le marché aussi qui fait ça? Bah, je suis pas sûr. Enfin, oui, c'est les pratiques courantes, mais s'il n'y avait pas ça, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Parce qu'en fait, si tu veux, regarde, aujourd'hui, tu es une personne... Pardon, mais explique-moi du coup le lien avec le fait d'être avec le libéralisme. Mais parce que, en fait, si tu veux, de manière générale, moi, je suis pour une concurrence entre tous les acteurs, ok, pure et parfaite. Concurrence. Oui. Bonne pratique du marché. Oui. Je suis dans un lieu très passant. Je loue plus droit au bail. Parce que je valorise ça. Non, mais ça, tant mieux, très bien, tant mieux pour toi. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, parce que tu peux aller dans la rue derrière qui est moins passante et tu n'auras pas de droit au bail et le loyer sera moins cher. Ça, c'est du libéralisme et c'est très bien. Par contre, maintenant que la banque et le proprio et le machin et le bidule te demandent des mois d'avance de loyer, des mois de caution et tout ça, ça ralentit le marché, ça freine le marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Moi, je trouve qu'en France, et dans plein de pays, hein, c'est pareil dans plein de pays, hein, il faut quand même un certain capital pour se lancer dans la plupart du temps. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'il y a... C'est pas que je pense, c'est que je sais qu'il y a énormément de gens qui pourraient faire des belles boîtes et qui n'ont que 1 000 euros à mettre. Ok, donc c'est pour ça que tu dis que tu n'es pas capitaliste au sens où ça te dérange qu'on ait besoin de capital. Oui. Ok, mais par contre, j'ai l'impression que tu es quand même capitaliste dans le sens où tu joues avec les règles du capitalisme. Oui, tout à fait. À savoir qu'en fait, tu utilises du capital, donc de l'argent, pour en faire d'autres. Je joue exactement avec les règles du jeu du capitalisme. L'investissement dans des startups, des PME, des reprises. Oui, je suis soit pragmatique. Des reprises ou des... Ouais. Je suis pragmatique, c'est comme ça que ça marche. C'est les règles du jeu, je les suis. Mais philosophiquement, c'est pas mon truc. Tu vois? Mon truc, c'est plutôt de donner sa chance à tout le monde, de créer une boîte une activité facilement. Tu vois, genre... Mais alors, du coup, en Union soviétique, c'était ça. Chacun était libre de créer son activité, d'être je suis peut-être communiste. Agriculteur. Tu vois? Mais non, mais oui, mais tu sais, il y a aussi, avec le communisme, il y a aussi plein de problèmes qui viennent. C'est que, en fait, oui, ok, on va faire du communisme pour tout le monde, mais sauf pour moi. Sauf le dirigeant, il dit ça. Non, tu vois? Oui, mais en tout cas, dans le principe. Je pense qu'il y a des très bonnes choses à chercher dans le communisme, tu vois. Donc, enfin, tu sais, c'est toujours la même histoire. La démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Le capitalisme, je pense que c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Tu vois, c'est un peu ça aussi. Mais quel système on pourrait imaginer selon toi? C'est une bonne question. Peut-être un système... Est-ce qu'il y a un intérêt? Ok, donc on est dans un système libéral. Ouais. Moi, ok, chacun fait ce qu'il veut, machin, sans capital et tout. Qu'est-ce qu'on a intérêt? Non, mais tu vois, c'est philosophiquement, par exemple. Je pense qu'il faut plus taxer le capital que le travail. Or, aujourd'hui, en France, c'est l'inverse. On taxe plus le travail que le capital. Alors, attention, je dis pas qu'il faut... je veux absolument qu'on baisse les charges sociales et qu'on augmente l'impôt sur les sociétés. C'est pas aussi simple que ça. Si. Non, c'est pas aussi simpliste que ça. Faut. Non, mais oui, peut-être, mais tu vois... non, mais... Philosophiquement, je dis que je comprends pas pourquoi le travail est aussi taxé en France. Et finalement, le capital, il est aussi taxé, il est taxé, mais moins. Enfin, tu vois, c'est étrange quand même. Enfin, je sais pas. Je trouve. Et tu vois, et en Belgique, c'est encore pire que chez nous. Ouais. En Belgique, c'est encore pire que chez nous. Le travail est encore plus taxé que chez nous, et le capital 0 quand tu vends ta boîte. Ah ouais. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou comme système. C'est l'ultra-capitalisme, la Belgique. Tu vois? Ok. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien ce sujet. Maintenant, attention, y a plein de gens qui ils font le calcul, ils voient attends, je vais déménager en Belgique et je vais payer moins d'impôts. Et je comprends très bien. Hein. Tu as une règle du jeu, tu la suis, elle est claire, voilà, tu vas dans tel pays et voilà. C'est comme ça. Faut être pragmatique dans la vie, attention. Hein.
Ouais, très intéressant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, le gap entre quand tu vends ta boîte et que tu récupères des millions, comment tu peux faire ça en étant salarié? C'est quasiment impossible. À part en ayant des stock options. Tu vois, donc en fait, je trouve que le gap entre très bien gagner sa vie comme salarié et ramasser un pactole en tant que chef d'entreprise qui vend sa boîte, je trouve que le gap, il est tellement énorme que c'est parfois un peu biaisé, quoi. Tu vois? Ouais, bon, après, dans le salaire, il faut évidemment décomposer ce qui part. Enfin, tu vois, en cotisation patronale, salariale, tu vois, c'est pas. Comme tu dis, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est-à-dire que. Ouais. C'est ça le problème ici, c'est que c'est très cher de payer des gens. C'est très cher de payer des gens. La question, c'est qu'en fait, t'as très peu de valeur qui revient et au patron et aux salariés, finalement. Exactement, je suis d'accord. Une partie non Je suis d'accord. majeure est captée par l'État. L'État qui en fait on ne sait pas trop quoi, de manière pas très efficiente, et qui veut rémunérer directement des retraités sans faire travailler cet argent, finalement. Alors qu'aux US, je ne suis pas spécialement un fan des US du tout, et je pense qu'il y a plein aussi de problèmes et tout machin, mais aux US, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent, ils le font travailler. Ils l'investissent dans des entreprises. Et comme par hasard, ils ont le plus gros marché boursier du monde. Bah oui, forcément, puisque tout le monde investit en bourse pour sa retraite. Donc, est-ce que c'est un bon système? J'en sais rien, mais en tout cas, entre de l'argent que je prends et que je donne à des retraités et que je fais pas travailler... C'est quoi le côté négatif? C'est plus risqué? Non, le côté négatif, c'est la société américaine, elle est quand même assez spéciale, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de vivre aux États-Unis. Hein, alors oui, si, quand t'es très riche, oui, c'est bien. Mais en quoi le fait de mettre... Parce que donc en France, on est dans un système à répartition. Oui. Et donc aux États-Unis, c'est l'inverse. Oui. On est dans un système à capitalisation. Ouais. C'est quoi les risques? Pourquoi on l'implémente pas en France? Pourquoi on l'implémente pas en France? Parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui comprennent pas ce système, qui n'aiment pas ce système par défaut, qui disent non, c'est pas bien, c'est de la finance. Tu vois, je pense que c'est un truc culturel. C'est ça. Mais en vrai, il vaut mieux faire travailler de l'argent plutôt que pas le faire travailler et le donner directement aux gens. Ouais, alors il y a un truc, c'est une posture. Mais c'est aussi parce que c'est plus risqué quand même. Enfin, je me fais l'avocat du diable, hein, mais genre... là, on est dans un Ponzi. Ouais, ça c'est en France. En tout cas, à court terme, le Ponzi est plus rassurant. Ouais, ok, super. À court terme. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que les gens ont aussi, et pas tort, c'est plus risqué. Mais parce qu'ils sont trop prudents, parce que les Français sont trop prudents, trop conservateurs. C'est un biais culturel. Ouais. Je suis d'accord. Mais quand t'expliques les choses comme ça, est-ce que tu préfères que l'argent, on le distribue direct à des gens et ils le dépensent, ou qu'on le fasse travailler? Je pense que c'est mieux de le faire travailler. Dans notre système capitaliste, hein, encore une fois, hein, je pense que c'est mieux. Voilà. Mais culturellement, c'est difficile de dire ça. Bon, on en reparlera. Faudrait qu'on invite un mec de chez BlackRock. Un mec de chez BlackRock, ouais, et puis peut-être aussi quelqu'un... En face, un syndicaliste. Voilà. Ou syndicaliste, ou quelqu'un qui croit... Non, qui défend, un défenseur de la retraite par répartition, tu vois. Et quel profil serait, tu vois? En vérité, pour trouver aujourd'hui un défenseur de la retraite par répartition, il faut regarder dans les classes d'âge supérieures, hein, parce que les jeunes sont pas trop... En tout cas, les jeunes, ils disent, nous, notre retraite, en France, hein, on n'en aura pas, honnêtement. Tu te demandes toujours ça à un jeune, il dit toujours ça. On donne combien d'argent chaque mois? Et on est censé déjà la financer, tu vois. C'est quoi le dernier resto que t'as fait? Alors, c'est un restaurant indien qui s'appelle Delhi Bazaar, ce midi, il y a quelques heures, qui est excellent, qui est dans le 11e arrondissement, et qui est ouvert par des gens brillants, qui ont ouvert ce premier resto et qui vont ouvrir un deuxième, et qui s'inspirent du succès de Dishoom. Dishoom, c'est une chaîne de restaurants indiens à Londres. Exactement, tu connais. Et donc, c'est, tu sais, les restaurants indiens, généralement, c'est souvent un peu ringard, la déco, c'est un peu vieillot et tout ça. Bon, on peut dire qu'ils veulent faire un peu une sorte de Big Mama de l'Indien. De Big Mama de l'Indien, exactement. Donc, c'est l'Indien, très beau. L'Indien beau, très joli, moderne, sympa, voilà, génial. Donc, ça, c'était ce midi, il y a 2 heures, tu vois. Ok. T'aimes la bouffe? J'adore, je suis un très grand fan de gastronomie et ça me vient de mon père. Ok. Tu te fais souvent des restos? Ouais, très très souvent. Ouais.
Et donc, tu es souvent à Paris? Parce que je sais pas si tu veux Ouais, qu'on garde ça un peu. à peu près un Tu me tiers dis, si tu veux qu'on coupe ça, Non, c'est perso, t'inquiète. Je suis à Paris entre 30 et 40% du temps, tu vois. Ouais. Et sinon, t'es dans le nord? Sinon, je suis dans le nord, à côté de Lille, c'est ça, avec ma famille. On a privilégié la qualité de vie avec une grande maison, avec un grand jardin, tu sais, chose qui est un peu difficile à avoir à Paris. Et tout ça à 1 heure de train, donc c'est assez cool, ouais. Ok. Un livre, plusieurs qui t'ont inspiré? Bah en fait, moi, je suis un grand fan des livres biographiques et autobiographiques. J'ai vu que tu as celui de Walter Isaacson sur Steve Jobs, je l'ai lu, il est génial. Et d'ailleurs, les biographies de Walter Isaacson sont top. J'aime beaucoup Ruffin aussi, un genre très différent, aventure, voyage. Et là, je viens de finir La Gagne sur une partie de poker assez hallucinante entre un banquier richissime new-yorkais et un mec qui sort de nulle part. Et en fait, il joue des parties de poker, et en fait, il joue une vraie partie de poker dans la vraie vie, mais aussi, il s'affronte en dehors de la partie de poker. Et c'est un jeu de pouvoir, et c'est assez fascinant. Comment ça s'appelle? La Gagne. Ouais. Et ça a été écrit, je crois, dans les années 80. Par qui? Un auteur français dont j'ai oublié le nom et qui a été un touche-à-tout. Il a été boxeur, il a été plein de choses et écrivain, et il a connu un certain succès avec ses livres, et notamment celui-là. Très très bien écrit, assez atypique, vraiment intéressant sur les jeux de pouvoir, tu sais, vraiment fascinant. C'est un roman. C'est un roman, exactement, ouais, qui se lit assez vite. C'est un peu comme le mec qui a écrit La Cache. Tu vois ou pas? C'est un peu le même genre que Le Bûcher des Vanités. Ok. Tu vois, c'est un peu le même genre d'univers. D'accord. Le New York des années 80, tu vois. Ok, j'aime bien. Et tu vois ce mec, non? Non, enfin si, ça me parle, mais je vois pas trop. Cash, ça... Paul Lou Sulitzer. Oui, bien sûr, oui. C'est... Ouais, il y a des similitudes, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est plus Le Bûcher des Vanités, tu vois. Ouais, ok. Bon, super. Quel conseil tu donnes à nos auditeurs pour vivre une vie intense et riche? Bah, c'est de s'intéresser à plein de choses, d'être curieux. J'ai eu la chance d'avoir ça de mon père, qui m'a rendu curieux, qui m'a intéressé à énormément de choses dès mon plus jeune âge, qui m'a ramené des ordis à la maison, des magazines scientifiques, etc. C'est pour ça que je suis là-dedans, je pense. Ouais, c'est vraiment la curiosité. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui revient systématiquement. Moi, comme toi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial. Je parle souvent de ma grand-mère, de mon beau-père, de mon père, enfin peu importe, qui ont toujours réussi à susciter en moi, tu vois, parfois en me mettant un peu la pression. Tu vois, par exemple, ma grand-mère, souvent quand je parlais d'un truc, je parlais énormément avec elle de tous les sujets politiques, etc. Et elle avait une phrase souvent, c'était mais qu'est-ce que t'as lu? Donc c'était pas très agréable. Ok. Genre, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que t'as lu pour y connaître, c'est ça? Et donc, en fait, je rentrais chez moi, je me tapais genre des heures de... Je disais tout sur le sujet, machin et tout. Tu sais, pour la coincer. Excellent. Et en fait, ça te force à maîtriser, enfin, en tout cas, à essayer, quoi, ou à tendre, vers une espèce de maîtrise du sujet. Et mais ouais, pardon, je te coupais du coup, ouais. Ouais, non, c'est pas mal ça. Ouais. Bah ouais, donc toujours, mon père, curiosité, tu vois, toujours ouvert à plein de trucs. Et aussi, tu sais, il est né au Maroc, il a grandi en Afrique, à Madagascar. Il a fait ses études en Suisse, il a fait sa carrière en Asie, Moyen-Orient, partout. Et donc, il a des amis, si tu veux, du monde entier. Et j'ai toujours vu un peu ces gens défiler à la maison, tu vois, des gens de Suisse, du Japon, etc. Et si tu veux, ça, c'était normal chez nous, et ça a toujours été normal. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça, voilà, c'est cliché, mais ça t'ouvre quand même pas mal, quoi. La plupart des gens, quand même, ils fréquentent des gens juste de leur région, tu vois. Super. On te suit sur quoi? Bah sur LinkedIn, ouais, avec plaisir, bien sûr. Tu travailles ton personal branding? Ouais, un petit peu, ouais, j'ai toujours un petit peu travaillé, sans tomber dans le cliché un peu extrême, mais ça fait longtemps, ouais, depuis, je pense, une dizaine d'années, je fais ça, ouais, pas mal. Ok. Avec LinkedIn, j'avais un petit site aussi vitrine avant, mais bon, je l'ai fermé maintenant parce que honnêtement, tout est sur LinkedIn maintenant. C'est un site avec ton nom, quoi. Ouais, j'avais ça, mais c'est fini. Mais maintenant, c'est LinkedIn. Ouais, j'en avais un, mais ouais. Déjà, ça me gêne un peu. Ah oui? Je sais pas si c'est le fait d'avoir des parents de gauche, mais je sais pas, je trouve que ça fait mégalo. Et qu'en fait, notre nom ressort tellement avec LinkedIn, Twitter. C'est ça.
que c'est redondant. Ouais. Après, quand t'es freelance, ça se comprend, tu vois, pour Oui, choper ah des oui, missions. bien sûr, tu bien vois. sûr. Et moi, à l'époque, j'étais freelance, donc. Ah oui, pardon. Ouais. Mais voilà, non, LinkedIn à fond. Plus follow d'ailleurs que connect, parce que connect, j'ai atteint le plafond des 30 000. Ouais. Et donc, voilà, vous pouvez follower, mais bon, pour connecter, envoyez-moi vraiment un message pour que je le lise et que je puisse un peu m'arranger pour vous accepter. Sinon, c'est compliqué. Et donc, à partir de 2500 €, je peux investir dans des startups. Chez nous, dans des Comment ça se SPV, passe dans des club deals, bah, en C'est gros- simple, je me mets sur ton site. Ouais, c'est simple. Je fais une demande. Ouais. Il y a une sélection ou... Une sélection des profils qui nous Ouais. rejoignent. Oui, en fait, la seule sélection, c'est est-ce que ça t'intéresse d'investir dans les technologies, dans les startups. Si tu viens nous voir et tu nous dis, moi je m'en fous dans quoi on investit, je mets de l'argent et je veux faire x100, c'est pas notre truc, tu vois. Si tu dis, moi ça m'intéresse d'investir dans des boîtes qui feront le monde de demain, ouais, là tu nous intéresses. Et vous avez un WhatsApp ou un Slack avec... Non. On avait un Slack au début, mais les gens l'utilisaient pas trop. Ouais. Là, on lance quelques WhatsApp, etc. Mais surtout, ce qu'on fait beaucoup, c'est des webinaires, des visios et des events, des événements physiques. On fait au moins un événement physique chaque mois. Ouais. C'est important C'est primordial. la relation. Ouais, parce qu'en fait, l'activité d'investisseur, elle est assez individuelle, tu sais. Elle est assez solitaire. Et les gens, ils veulent rencontrer d'autres investisseurs, des co-investisseurs pour échanger Est-ce avec que eux. tu penses, comme Sam Altman, que des business très à l'ancienne, comme l'événementiel par exemple, vont boomer de ouf? Tu sais, il a dit ça récemment là. Ah ouais, il a sûrement raison. Tu vois, parce qu'il est les concerts. Ah ouais, il est super intelligent, donc il a sûrement raison. Non, mais moi je dirais les gens qui ont un côté artistique, créatif, c'est eux qui vont gagner. Parce que c'est ce côté artistique, créatif, tu sais, un peu foufou, un peu aléatoire, un peu... Ouais, mais lui il disait plutôt dans le sens où on a besoin de vrai, quoi. Ah, mais c'est clair. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et tu vois, les réseaux, parler du métaverse, encore pire, mais bon. Enfin, et tu vois, l'IA, le fait que tout est déshumanisé, quoi, en somme. Ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais 10 visios dans la journée, t'en peux plus et t'as envie de voir les gens en vrai. Ouais. Ça, c'est clair. Là, en vrai, toi et moi, on se connaissait pas. Ouais. On a fait une visio. C'est nul, en vrai. Enfin, Ouais. non, mais tu vois, j'ai l'impression que t'es une autre personne. Hein, Ouais, mais ouais, en vrai, tu vois. exactement. Ça, c'est un très bon point. Souvent, Et souvent, je me tu fais vois, la réflexion. ouais, tu vois les gens en vrai, tu dis ah, en fait, il ou elle est comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Et ça, c'est difficile, mais en même temps, ça Pardon, a c'est vachement. certainement un truc à la con qu'on... Ouais, mais ça a on est en train de vachement dire, hein, accéléré mais, le business, tu sais, le fait de faire toutes ces visios et tout. Et en même temps, Ouais. est-ce que ça l'a accéléré dans le bon sens? Est-ce qu'on fait du meilleur business? Je sais pas, tu vois. Parce que c'est fou, parce qu'avant le Covid, il y avait. En fait, vaut mieux se voir juste 10 minutes. Oui, mais tu fais pas le déplacement pour 10 minutes, tu Ouais. vois. C'est ça le Puis le truc. suivi, on le fait en visio. Idéalement, ce serait ça. En train. Non, mais Non, mais on idéalement. fait le déplacement en train. Ouais, oui. Oui, mais je veux dire, tu vois, le temps de déplacement. Le temps de déplacement, il est. Enfin, non, il est perdu, oui et non. Ça dépend ce que tu fais dans le train. Corentin, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation, hyper sympa. Et donc, on te suit sur LinkedIn. Exactement. Ciao, à bientôt.